Bon, d'habitude, un pot de départ diplomatique, c'est surtout des petits fours, des sourires polis, enfin des discours très convenus. Ouais, c'est ça, très protocolaire. Exactement. Mais du coup, aujourd'hui, on va voir que cette politesse, elle peut cacher une mécanique géopolitique vachement plus complexe. Bienvenue dans notre exploration en profondeur de nos sources du jour. Des sources qui, aujourd'hui, se concentrent sur un article en arabe qui relate la fin de mission de l'ambassadeur d'Iran en Algérie. Voilà, donc décortiquons tout ça avec nos lunettes d'analyste. Petite précision au passage avant de commencer, ce texte est, comment dire, extrêmement chargé politiquement. Ah oui, les positions sont très, très marquées. C'est clair. Du coup, notre but ici, c'est pas du tout de distribuer des bons points ou de prendre parti. On veut juste comprendre comment l'auteur construit sa rhétorique pour transformer un événement banal en une vraie déclaration de force. Ce qui frappe d'emblée, en fait, c'est la façon dont la source refuse carrément de présenter cette rencontre comme une simple formalité. Ouais, c'est pas juste un or-moire. Non, pas du tout. Le texte décrit vraiment cet échange comme la confirmation pure et dure de la stratégie algérienne, à savoir consolider des liens avec des puissances régionales, et ça, toujours en se basant sur le principe absolu de la souveraineté. C'est là qu'il faut dépasser le protocole, en fait. Moi, plutôt que d'y voir un simple au revoir, je vois ça un peu comme un coup de billard à trois bandes. Ah, c'est une bonne image, ça. Bah oui, tu vois, on vise la boule de l'ambassadeur iranien, mais l'impact réel, il sert à frapper les rivaux régionaux. Tout à fait. Et au final, ça sert à faire rebondir un message jusqu'au reste du continent africain. C'est ça. L'image du billard fonctionne super bien parce que toute la mécanique de l'article repose sur un affrontement indirect. Mhm. L'ambassadeur sortant, il salue une haute coordination pour défendre ce que le texte appelle les causes justes et pour rejeter l'ingérence étrangère. Et la cible de ce rejet, elle est plutôt explicite, non? Ah, totalement. L'auteur pointe directement du doigt le système du Magzen et ses alliés. Il les accuse en gros de vouloir transformer la coopération algéro-iranienne en un véritable croque-mitaine régional. Un épouvantail, quoi. Exactement, un épouvantail agité juste pour isoler le pays. Mais attends, je veux bien qu'on martèle ce concept d'indépendance nationale absolue, mais si l'Algérie est si souveraine et que tout se décide au siège de la présidence, pourquoi s'attarder autant sur les critiques des voisins? C'est la grande question, en effet. Surtout que s'allier avec une puissance aussi polarisante que l'Iran, c'est un choix délibéré qui va forcément faire réagir, non? Alors pourquoi la source déploie une telle intensité défensive? En politique, il faut savoir que la figure de l'ennemi extérieur, c'est un outil redoutable pour créer de l'unité. Ah oui, le fameux bouc émissaire. Voilà. En accusant le voisinage de diabolisation, la rhétorique du texte explique en fait comment le pays résiste à la pression. L'affirmation d'une décision prise exclusivement à Alger, sans aucun dictat extérieur, ça sert pas qu'à répondre aux critiques. Ça va plus loin. Beaucoup plus loin. C'est un mécanisme qui érige carrément la souveraineté en arme de dissuasion massive pour légitimer cette alliance. Et c'est exactement pour ça qu'il est crucial de savoir lire entre les lignes. Pour quiconque s'intéresse à l'actualité, décoder ce genre de message, ça permet de capter les véritables mouvements géopolitiques. Derrière les communiqués tout lisses, oui. Voilà. Mais justement, si on reprend notre métaphore du billard, l'article ne s'arrête pas aux querelles de voisinage. La focale, elle s'élargit d'un coup. Comment on passe d'un enjeu bilatéral à une affaire qui concernerait toute l'Afrique? Alors ça, c'est grâce à un glissement rhétorique très stratégique. L'argument final du texte, il transforme cette coordination bilatérale en un véritable mur de protection continentale. D'accord. Il pose ce rapprochement comme le seul rempart contre, je cite, l'infiltration de la région africaine par l'entité. L'entité étant une formule utilisée par l'auteur pour désigner Israël. Ah, ok. Donc la logique de l'auteur, c'est de dire, en gros, si nos voisins nous attaquent sur nos liens avec Téhéran, c'est en fait pour briser ce bouclier qui protège l'Afrique. C'est l'idée, oui. Mais ça donne une toute autre dimension à la rencontre. C'est vraiment le cœur du narratif de la source. En associant les détracteurs régionaux à cette prétendue infiltration du continent, le texte justifie le choix géopolitique de manière assez grandiose finalement. Ah ouais, clairement. Il explique pourquoi cette relation est vitale. C'est plus seulement présenté comme un simple partenariat, mais comme une nécessité défensive face à une menace existentielle bien plus vaste. C'est fou quand on y pense. On part d'une simple poignée de main pour un départ, et la source construit autour un récit d'une complexité fascinante. Tout à fait. On y mélange la souveraineté, le règlement de compte régional et carrément la posture de gardien continental. Observer comment ces textes façonnent les narratifs nationaux, c'est une vraie leçon de communication stratégique. Oui, ça montre surtout l'efficacité de ce genre de texte pour imposer un cadre de lecture, lier la politique intérieure aux dynamiques internationales et solidifier une vision du monde très précise.
Complètement. Et d'ailleurs, ça me laisse avec une interrogation en suspens, parfaite, pour continuer à creuser la question de son côté. Lorsqu'une rhétorique politique décrit une simple alliance diplomatique comme un bouclier impénétrable pour tout un continent, comment distinguer la réalité géopolitique tangible de la pure communication stratégique? تشرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كما أتشرف بالوقوف أمامكم في هذه اللحظة الختامية لمهمة الدبلوماسية في الجزائر بعد فترة حافلة بالأمل المشترك وتعاون البناء بين البلدين. كما عبرت لفخامته عن جزيل شكري وامتناني على حسن استقبال واهتمام الذي وجدته منذ بداية عملي كسفير لدى بلد الشقيق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. لقد كانت الجزائر بالنسبة لي بلدا متميزا، بلدا يمتاز بالشعب الكريم والتاريخ العريق والثقافة الغنية والروح التضامن مع الشعب الإيراني التي لمستها في كل مكان، حيث خلال فترة عملي سعيت جاهدا لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مختلف المجالات، بدءا من رقي العلاقات السياسية وتقوية التعاون الاقتصادي، وصولا إلى تكثيف التعاون البرلماني والتعريف بالفرص الثقافية والسياحية. وأنا فخور بما تحقق من إنجازات ومبادرات مشتركة وما شهدته العلاقات بين البلدين من تطور وازدهار. إنني أحمل معي ذكريات جميلة ورائعة من الجزائر وأصدقاء أعزاء وعلاقة متينة ستظل دائما جزءا من حياتي ومسيرتي المهنية. وأكدت لسيادة الرئيس أننا سنواصل دعم وتعزيز هذه الروابط في المستقبل مهما كانت المسافات. أخيرا أشكر شعب الجزائر الكريم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأتمنى للجزائر العزيزة والشقيقة دوام الاستقرار والازدهار، ولعلاقة بين البلدين مزيدا من التطور والتقدم. شكرا.